Élection présidentielle, 1 200 000 voix qui peuvent faire pencher la balance pour l'un ou l'autre des candidats. Il s'agit des Français fils d'immigrés qui se sont inscrits nombreux sur les listes électorales. Affrontement ethnique, nationaliste, religieux. Pour la première fois, l'agence officielle soviétique TASS reconnaît 31 morts en Azerbaïdjan et une bataille rangée à Moscou aurait même fait 10 victimes. Demain s'ouvre le salon de l'agriculture à Paris. Vous pourrez y voir une machine à cueillir automatiquement les fruits, géniale et révolutionnaire. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes au jour J-50 de l'élection présidentielle en France. La campagne s'accélère, vous vous en rendez compte. Les sondages pleuvent de partout. Les candidats, qu'ils l'avouent ou non, en général non d'ailleurs, sont en quête de voix. Parmi celles-ci, 1 200 000 électeurs, jeunes Français, fils d'immigrés, maghrébins, communément appelés aujourd'hui les beurs. Une association, France Plus, que certains d'entre eux ont créée, les ont poussés à s'inscrire sur les listes électorales et à voter massivement. Pas de consigne pour tel ou tel candidat, mais un vote en fonction de l'attitude de chacun d'entre eux. Serge Misret. Michel Vauzel leur doit un petit bout de son fauteuil de député. Aussi ne néglige-t-il pas, surtout cette période, de venir saluer ses électeurs. Alors, comment ça se passe? Ouais, ça va. Ça va. Ils sont jeunes, ils représentent un potentiel de générosité, d'imagination, une variété culturelle qui forme la richesse de notre pays. Il faut qu'ils s'entrent maintenant dans les équipes municipales, bien entendu. Et même peut-être dans l'équipe dirigeante du PS, par exemple? Pourquoi pas? Ça me paraîtrait une très bonne idée, en effet. L'enjeu, c'est 1 200 000 électeurs, 380 000 enfants de harkis, 420 000 d'immigrés. Les socialistes disposaient jusqu'à présent d'une réelle avance sur le terrain, plus de 66% des intentions de vote, mais les choses sont en train de changer. Même à gauche, je veux dire, tout n'est pas clair. Et donc, si on leur donne... par exemple? Tout n'est pas clair. Ben, moi, j'ai pas, par exemple, le vote des immigrés. Donc, le PS, quand il a été au gouvernement, n'a pas eu le courage de le faire passer. Le PS, notamment la gauche, croit que l'électorat beurre, si on peut, ou deuxième génération, est acquis. Il ne faut pas qu'on leur donne cette impression-là. Méfiance également à l'égard de la majorité, à cause de la loi Pasqua sur les conditions d'entrée en France, de la mise en cause du code de la nationalité. Seul Michel Hanoun dispose d'un réel crédit parce qu'auteur du rapport sur le racisme. On en a parlé quand il est sorti, parce que c'était en pleine actualité, et il se trouve que maintenant on n'en parle pratiquement plus, j'ai l'impression qu'il est déjà dans le tiroir. Bon, des promesses, ils en font tous, à voir si elles sont tenues par la suite. Pour l'instant, c'est sûr qu'on peut se fier qu'aux promesses qui sont faites ou ce qui a déjà été fait. Mes propositions dépassent complètement le clivage entre la droite et la gauche parce qu'elles doivent être extraites du débat politicien, parce qu'elles préparent l'avenir et elles parlent plutôt des générations que des élections. Aujourd'hui, les beurs s'appellent Karim Kassel, Tariq Ben Abiles. Ils sont chefs d'entreprise, médecins, étudiants en sociologie, en informatique. Ils ont pris conscience du poids électoral qu'ils représentent. Voter, c'est déjà exister. Et pour moi, voter, enfin ma carte d'électeur, à l'heure de la montée d'un certain fascisme en France, je pense que voter, c'est non seulement un devoir, mais une nécessité. Fascisme, vous voulez dire? À la montée du Front National, ça me fait très peur. Et le seul moyen pacifiste pour faire barrage à cette montée du Front National, c'est d'aller voter massivement en mars prochain. Et l'intégrisme, qu'est-ce que vous en pensez? Il me fait également très peur. Au même titre que la montée du Front National, l'intégrisme, pour moi, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Désormais français, beaucoup ont tourné la page. La référence maghrébine, ils la revendiquent bien sûr, car elle reste, disent-ils, une part de leur identité. Je crois qu'il faut compter désormais avec nous. Il ne faut plus décider à notre place. Il ne faut plus rien faire pour nous, mais il faut faire avec nous. Après l'intégration, l'immigration des immigrés, l'éducation est un des grands thèmes de cette campagne présidentielle. Le socialiste Michel Rocard estime qu'il faudrait d'ailleurs éviter de la confier à un ministre, mais la rattacher directement au Premier ministre qui nommerait, lui, une personnalité extérieure chargée du problème, évitant ainsi les réformes politiques qui n'ont, selon lui, jamais vraiment abouti. Monsieur Raymond Barre parlait lui aussi cet après-midi près de Paris d'éducation, mettant l'accent sur la formation professionnelle, l'autonomie des universités et les relations entreprises-éducation nationale. Lorraine Cluse. Je ne vais pas vous proposer une solution miracle,
Je ne voudrais pas vous proposer une réforme dans l'espoir qu'elle puisse porter mon nom. Je ne voudrais pas non plus vous proposer une loi providentielle. Pour Raymond Barre, c'est clair, le système éducatif ne changera pas à coup de grandes réformes centralisées. Le candidat à l'élection présidentielle préfère définir une stratégie du changement, avec 5 grandes orientations. Élever le niveau de formation, réduire les échecs scolaires, décentraliser le système éducatif, rendre les universités autonomes et dégager des moyens financiers sur plusieurs années. Sur le problème du financement, il faut dire les choses fermement. L'éducation est une priorité. Elle aura besoin de davantage de moyens. Le budget de l'État devra les fournir. On ne sacrifie pas au profit d'objectifs souvent électoraux la formation de la jeunesse de France. Au sein de ces orientations, 3 points particuliers retiennent l'attention de Raymond Barre. Premier point et priorité des priorités, améliorer l'école élémentaire en amont du système. Second point, valoriser l'enseignement professionnel. À cet égard, la solution d'avenir réside pour lui dans une véritable cogestion de cet enseignement, cogestion par l'État, les entreprises et les organisations professionnelles. Troisième point enfin, toute l'évolution du système éducatif repose selon lui sur une réelle autonomie accordée aux établissements scolaires. L'étranger maintenant, en Israël, la violence au jour le jour a encore fait une victime palestinienne aujourd'hui dans les territoires occupés. Mais cette violence a également des conséquences sur l'économie au quotidien dans ce pays où la main-d'œuvre arabe des entreprises israéliennes se fait rare, perturbant le travail des petites entreprises et du commerce. Philippe Lefebvre a enquêté. L'aube, au pied de la muraille du vieux Jérusalem, et le marché aux esclaves, comme on dit ici par cynisme. Les employeurs israéliens viennent y chercher une main-d'œuvre palestinienne bon marché venue des territoires occupés. Mais désormais, ils sont moins nombreux à quémander une journée de travail et l'occasion de quelques shekels. Ils font grève 5 jours sur 7. Leur détermination semble après 3 mois intacte, même si l'on sent la crainte et la nécessité. Personne n'est fatigué de la grève, tout le monde l'a fait. Après tout, on veut un pays, c'est tout. Bien sûr que moi j'ai peur des meneurs, mais je dois travailler coûte que coûte, j'ai 12 gosses. À 20 km de là, dans les territoires occupés, Efrat, la ville champignon. Maurice Habib, le plombier, est heureux de travailler pour la première fois en 60 jours. Il a trouvé enfin des ouvriers à Jérusalem. Mais 3 mois d'émeutes ont installé la suspicion, car Maurice sait que désormais ces Palestiniens qui travaillent sous ses ordres peuvent l'après-midi faire la révolution des pierres. Alors pour les Israéliens d'Efrat, le marasme et la peur. Depuis hier, les ouvriers sont revenus, une partie des ouvriers sont revenus. On ne sait pas ce qui va se passer demain ni après-demain. Aujourd'hui on travaille, mais point de vue en bénéfice net, j'ai perdu 2 mois. Est-ce que ça remet en cause votre activité? Non, on va mettre les bouchées doubles, on cherche du travail ailleurs. Maggie, vous avez reçu des pierres ce matin? Ce matin, non. Est-ce que ça veut dire que la situation s'arrange? J'espère bien que ça va s'arranger, mais je ne vois pas ça aussitôt que tout le monde pense. Depuis ces émeutes, comme il faut traverser Bethléem pour arriver à Efrat, beaucoup de fournisseurs israéliens ont peur de venir. On m'a donné un fournisseur arabe de Bethléem. Et même lui, maintenant, n'ose pas venir parce qu'il a peur. Quand je lui téléphone, il répond plus au téléphone, il a peur que ce soit l'OLP. Et le coiffeur se fait ravitailler en cachette la nuit de Bethléem. Pour l'instant, il n'est que midi. La ville qui vit du tourisme s'installe dans la grève. Les commerçants arabes ont ouvert en tout et pour tout 3 heures. Ils perdent de l'argent, mais il y a la solidarité et le respect parfois forcé des mots d'ordre d'un comité de coordination qui canalise désormais la révolte. Ici, l'OLP reste la valeur de référence. Qui vous a donné les instructions? Je ne sais pas. Mais vous devez fermer vos boutiques quand même. Oui, et même si c'était l'OLP qui donnait les consignes. Après tout, qui est l'OLP? C'est le peuple palestinien, c'est nous. Quelques kilomètres encore pour trouver l'un des camps palestiniens. Tout y est calme en cette fin d'après-midi. Mais des graviers vous agacent constamment la nuque et vous rappellent que ce qui n'est alors qu'un jeu d'enfant peut redevenir à tout moment un moyen de la révolte. Après la situation sur le terrain, la politique, le secrétaire d'État américain George Shultz a terminé sa série de navettes au Proche-Orient par une visite au Caire. L'Égypte,
Israël, la Jordanie et la Syrie ont désormais 10 jours pour répondre au plan qu'il leur a proposé. Un plan prévoyant d'abord une négociation internationale, suivie d'une autre, directe, celle-là, entre Israël et une délégation jordano-palestinienne, suivie encore, cette fois-ci, d'un vote dans les territoires occupés qui obtiendrait, ces territoires, une certaine autonomie de gestion. Le grand absent de ce plan étant, il faut le remarquer, l'OLP, l'organisation principale des Palestiniens, qui n'apparaît à aucun moment. 2 victimes dans un premier temps, 15 ensuite, 31 aujourd'hui. Les affrontements entre Arméniens chrétiens et Azerbaïdjanais musulmans sont visiblement très graves, très sérieux pour que l'agence officielle soviétique TASS publie aujourd'hui un communiqué donnant, le premier d'ailleurs, donnant ce chiffre de 31 tués. Incident d'origine ethnique qui se prolonge jusqu'à Moscou même, où selon une source dissidente, une bataille rangée entre Russes et ouvriers originaires d'Asie centrale aurait fait cette fois-ci 10 victimes à la fin du mois de février dernier. Moscou au téléphone, une correspondance de l'agence France Presse. 31 morts. Le bilan officiel des émeutes anti-arméniennes de dimanche dernier a fait un choc à Moscou. Même les dissidents arméniens n'osaient pas avancer un tel chiffre. Publié avec 5 jours de retard, il donne la mesure de l'hostilité qui sépare toujours, après 70 ans de pouvoir soviétique, ces deux peuples du Caucase, arméniens d'un côté et azerbaïdjanais, cousins des Turcs, de l'autre. Les Arméniens, en manifestant toute la semaine dernière pour réclamer le retour d'une région appartenant à l'Azerbaïdjan voisin, ont provoqué une réaction violente contre les Arméniens habitant en minoritaire dans cette république. Outre les 31 morts de Sumgaït, il y aurait eu 300 blessés, en majorité arméniens. L'armée soviétique y aurait imposé le couvre-feu, et le calme, dit-on officiellement, y est rétabli. Il reste qu'il s'agit du drame interethnique le plus violent que l'on ait connu dans l'histoire récente de l'URSS. Vous l'avez compris en écoutant ce bilan, 31 tués, peut-être plus de 300 blessés. L'Union soviétique voit donc s'amplifier le problème des relations entre les différentes ethnies, nationalités qui la composent. Problème doublé d'un différend religieux, chrétien, musulman. Un sujet d'inquiétude permanent pour les dirigeants du Kremlin, comme l'avait d'ailleurs très bien expliqué dans son livre « L'Empire éclaté », Hélène Carrère-Dancos, interrogée par Jean-Marc Ilouz. Oui, il y a un tournant, si vous voulez, qui va de pair avec la politique de la glasnost, qui consiste à admettre ce qui est, et admettre qu'il y a, et c'est le contraire, si vous voulez, de ce qui a toujours été dit, qu'il y a un problème extrêmement grave, qui doit être traité par le parti, par l'État, et par la sincérité, dont les médias parlent. Et ça, je crois que c'est tout à fait nouveau. Cela tient à la fois à la politique qui est suivie d'une manière générale, cela tient aussi certainement au fait qu'il y a un embrasement dans divers coins de l'Union soviétique. Enfin, il est certain que des grandes manifestations pacifiques en Arménie, des manifestations violentes en Azerbaïdjan, deux manières de traiter le même problème, l'agitation qui actuellement règne en Estonie et un conflit interethnique, enfin une bataille interethnique dans une usine aux abords de Moscou, cela fait un tableau extraordinairement coloré. La difficulté, c'est que répondre à la crise actuelle, c'est très difficile dans la mesure où les nationalités, si vous voulez, sont imbriquées en URSS. Et que donner satisfaction aux Arméniens, par exemple, c'est provoquer une telle fureur des Azerbaïdjanais que la crise ira s'amplifiant. Et c'est inquiéter d'autres nationalités qui rencontreront le même problème. Alors, deuxième question, ça met M. Gorbatchev en difficulté. Il est déjà contesté pour ce qu'il a laissé de laisser faire. Et par conséquent, on entend dire tout ça, si on n'avait pas tellement laissé les gens s'exprimer, il n'y aurait pas des traînées de poudre comme cela, si le pouvoir était plus ferme, tout cela n'arriverait pas. Pour imposer la poursuite de sa politique en dépit de la crise et en dépit des éléments économiques qui la sous-tendent, M. Gorbatchev aura beaucoup de mal. Et en tout cas, sa position n'en est pas renforcée. Voilà donc ce soir pour ce dossier pour lequel nous n'avons malheureusement, pour l'instant, jamais eu une seule image. A noter encore à l'étranger que dans le conflit des villes entre l'Iran et l'Irak, le bilan d'une semaine d'attaques aériennes entre les deux pays s'établit ainsi. Une 50aine de missiles sont tombés de part et d'autre sur Bagdad et Téhéran, faisant côté iranien 54 morts, essentiellement des civils. Retour en France maintenant avec une dépêche qui vient de tomber à l'instant sur une manifestation qui a dégénéré à Ajaccio. 1 millier de personnes, selon les estimations des observateurs qui se trouvaient sur les lieux, s'étaient rassemblées samedi en fin d'après-midi pour faire échec, selon les organisateurs, à la répression et arracher le statut politique de détention pour les 50 prisonniers corses qui sont actuellement emprisonnés dans les prisons françaises. Et cette manifestation, je vous le disais à l'instant,
à dégénérer. Pascal Deschamps. Les incidents ont éclaté il y a une demi-heure à peine après que l'ordre de dispersion eût été donné. Sur les 1000 personnes qui avaient répondu à l'appel des organisateurs, seuls restaient alors quelques petits groupes de manifestants. Jets de pierres et de pétards sur les forces de l'ordre, riposte policière à coups de grenades fumigènes et lacrymogènes. Les incidents se poursuivent encore en ce moment même à une trentaine de mètres de la préfecture. La manifestation dégénérait au moment même où 2 attentats détruisaient complètement 2 véhicules aux abords de la gare. Une manifestation qui avait été organisée par l'Unità Nationalista et par Ariposta, une association de soutien aux prisonniers nationalistes corses pour lesquels elle réclame le statut de prisonniers politiques. D'autres informations, bien entendu, dans notre dernier journal tout à l'heure en fin de programme. Demain s'ouvre à Paris le salon de l'agriculture et de la machine agricole. Et parmi les nouveautés qui seront présentées cette année, une machine a particulièrement, même très particulièrement retenu notre attention. Il s'agit là de l'invention d'une société du Vaucluse qui a mis au point un engin agricole destiné à cueillir automatiquement les fruits. Une preuve, en plus d'ailleurs, du redémarrage de l'industrie mécanique française en difficulté, vous le savez, depuis ces dernières années. Regardez bien, c'est étonnant et génial. Jacques Violet. L'homme a toujours été fasciné par les automatismes reproduisant ses propres mouvements. Cette extraordinaire machine circule seule dans les allées des vergers, guidée par des capteurs ultrasons. Elle repère les fruits mûrs et surtout fait la cueillette. Magali attrape en moyenne une pomme toutes les 5 secondes et peut travailler de jour comme de nuit. Ses yeux sont des caméras avec des filtres. Il sélectionne les fruits en fonction de leur couleur. Son bras et la ventouse qui est au bout fonctionnent comme un aspirateur. De belles performances qu'il faut encore améliorer. Bon, je pense qu'on en est évidemment qu'au balbutiement. Il faut attendre encore bien quelques années pour pouvoir commercialiser cette machine. Mais enfin, ce qui est important, c'est que sur les principes, nous avons affaire à une machine qui n'est pas une usine à gaz. C'est une machine qui est dans ses concepts. Nous voyons qu'en les travaillant encore pendant quelques années, nous allons arriver à la machine qui sera commercialisable et qui devrait remplacer une dizaine de cueilleurs. Aujourd'hui, Magali laisse encore tomber quelques fruits. Ses inventeurs vont l'adapter à la cueillette des agrumes, moins fragiles que les pommes. Les Californiens sont déjà venus la voir travailler. En reproduisant les gestes de la main, le premier robot cueilleur au monde se prépare un bel avenir économique lorsque l'on sait que 50% du prix d'un kilo de pommes sont des frais de main-d'œuvre. Économie en bref, le gouvernement belge, par l'intermédiaire du ministre de l'économie et des finances, intervient pour la première fois, je dirais fermement, dans l'affaire de la Société Générale de Belgique pour demander aux adversaires du moment de mettre un terme à leur bataille, sinon le gouvernement belge prendra les mesures destinées à protéger les intérêts vitaux du pays. Et puis une 6e inculpation dans l'affaire des fausses factures de Nancy. Le directeur du développement de la société Castorama, écroué à la prison de Metz. À l'origine de l'affaire, il s'agit d'un permis de construire refusé dans un premier temps et accordé dans un second, avec entre-temps toute une série de manœuvres illégales qui ont abouti à cette série d'inculpations. Demain dimanche, en France, journée nationale contre la poliomyélite, une maladie qui a pratiquement disparu, heureusement, dans les pays industrialisés comme le nôtre. Cette quête est donc organisée principalement à destination du tiers-monde où la maladie continue à faire chaque année des millions de victimes. Pour l'enrayer, il n'existe que la vaccination car la polio ne se soigne pas. Le but de la collecte, donc, rassembler en France et dans le monde 1 milliard de francs, ce qui permettrait de stopper net la maladie à partir de 1990. 1 franc, c'est le prix d'un vaccin, c'est le prix de la vie d'un enfant. Daniel Duy. Ces enfants jouent comme partout dans le monde, mais regardez, ici, la polio a frappé. Une maladie qui tue chaque année 50 000 enfants et qui en paralyse 1,5 million. Une maladie à virus extrêmement fréquente dans les pays du tiers-monde. Une maladie qui touche le très jeune enfant, avant même ses 3 ans. L'enfant se contamine au contact d'autres enfants. Le virus se multiplie dans l'intestin, passe dans la circulation, se fixe dans le système nerveux et entraîne des paralysies qui ont le redoutable privilège d'être définitives. Au stade de la paralysie, aucun traitement efficace. Aussi, pour briser cette chaîne infernale, une seule parade existe, la vaccination. Il faut savoir qu'actuellement, près de 50% des enfants dans les pays du tiers-monde sont déjà vaccinés. Le problème, c'est que c'est à l'évidence pas suffisant pour contrôler les maladies contre lesquelles on vaccine, et que pour aller plus loin,
il est évident que ces pays ont besoin d'une aide extérieure, car ils n'arriveront pas eux-mêmes à aller au-delà de ces 50%. Dans les pays occidentaux, la polio a pratiquement disparu grâce à une vaccination massive et systématique. La preuve que cette maladie qui touche exclusivement l'homme peut aussi être parfaitement vaincue dans les pays du tiers-monde. Obsèques du comédien Jean Le Poulain, ce matin à Paris, en présence de la profession du spectacle, bien sûr, et de tous les comédiens du français, dont il était depuis un an l'administrateur. Valérie Fournier. Il était le comique pur, le clown éternel. Il était aimé du public parce qu'il aimait le public, dira Pierre Mondy. Son public était là, anonyme ou connu, Jean-Claude Brialy, Jean-Paul Belmondo, Francis Huster qui dira du comédien Jean Le Poulain avait quelque chose de shakespearien. Comme tout acteur, tu étais irremplaçable. Comme tout acteur, tu savais que ton rôle pouvait être repris par un autre tout autant irremplaçable. Irremplaçable l'homme, pour Corinne Le Poulain, sa nièce. Irremplaçable l'acteur, qui joua le Cid aux côtés de Gérard Philippe. L'acteur n'enfante ni ne connaît son descendant, le fauteuil de Molière est vide, sa maison est en deuil. Avec l'administrateur de la Comédie Française, disparaît l'un des plus grands comédiens, Jean Le Poulain, admirable qui savait être clownesque ou tragique. Recueillement également aujourd'hui dans la Drôme à l'usine du Tricastin. En effet, en donnant le nom de Georges Besse, PDG de la Régie Renault, assassiné par action directe à l'usine d'enrichissement d'uranium du Tricastin dans la Drôme, le gouvernement a voulu rendre hommage à une victime du terrorisme et qui avait également participé à l'aventure du nucléaire en France. François Cornet. Cette usine va porter le nom de Georges Besse comme le témoignage d'une réussite exemplaire. Voir loin, savoir prendre des paris qui gagnent, développer des stratégies pour être prêt au moment où tout devient possible, voilà ce que font les hommes de l'envergure de Georges Besse. On peut mettre fin à la vie d'un homme. On ne peut pas tuer son âme. Georges Besse ne deviendra pas une victime oubliée du terrorisme. Aux côtés de la veuve de son ami, André Giraud a rendu hommage aujourd'hui à celui qui fut, avant d'être le président de la Régie Renault, l'artisan de ce qu'allait devenir l'un des plus grands défis technologiques français, l'usine d'enrichissement d'uranium Eurodif. Cette usine, dont la production assure l'alimentation de 90 réacteurs nucléaires, reste une garantie d'indépendance énergétique pour la France et l'Europe. C'est ce qu'a précisé dans son message le président de la République en s'associant aujourd'hui à cet hommage à Georges Besse. Peu de détente maintenant avec une affaire qui marche, le célèbre championnat de France d'orthographe de Bernard Pivot. Il s'exporte ce championnat, il devient championnat du monde. Jérôme Camille. Monsieur, est-ce que vous avez de l'orthographe? Si j'aime l'orthographe? Oui. Je préfère le calcul. Si je vous dis hypnotiser, ça s'écrit comment? Alors, avec un stylo, hypno N-O, hypnotité. Je crois que c'était avec un H, je me souviens plus très bien. Là, non. Oh là là. Il y a un H quelque part. P. Pour se qualifier, 2 tests dans le mensuel Lire et la dictée de Pivot peut vous permettre de gagner jusqu'à 2 500 000 francs de cadeaux. Cet premier championnat du monde d'orthographe de langue française, nous avons invité des Américains, il y aura des concurrents américains, des Africains, beaucoup d'Africains bien entendu, mais aussi des gens de Sydney, de Singapour, de Varsovie. C'est-à-dire que ce sont des étrangers, là, ce sont des étrangers qui parlent et écrivent le français, qui viendront concourir avec des gens dont la langue maternelle c'est le français. Il n'y a pas d'erreur, là, il y en a une. J'en mourirai n'est pas français. J'appartiens à cette génération de l'école primaire communale, rue de Clignancourt, où on vous enseignait bien l'orthographe. Et je dois dire qu'à 12 ans, eh bien, je faisais des dictées qui n'avaient pas de faute. J'étais un cancre à l'école. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Moi, je suis un petit chef d'entreprise. Oui. Ah oui, ça mène à tout. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Là, il y en a une. Sport maintenant, rallye, YE à la fin, automobile du Portugal, sans E à la fin, victoire de l'Italien Biazzone sur Lancia. Thierry Blanco.
Première victoire de la saison en championnat du monde des rallyes pour Miki Biazione. Oubliez les mauvais souvenirs du Monte-Carlo, le champion du monde en titre a retrouvé la voie du succès. Premier français en 3e position, Yves Loubet à plus de 9 minutes. Loubet retrouve la compétition après sa sortie de route du Monte-Carlo et attend avec impatience son épreuve, le Tour de Corse. Superbe, la seconde place d'Alessandro Fiorio pour confirmer le Tierce Lancia aux 3 premières places du rallye du Portugal. Fiorio est en tête ce soir au classement du championnat du monde des pilotes. Derrière, 4e, la Mazda 4 roues motrices du Finlandais Anu Mikkola à plus de 10 minutes. Chez les 2 roues motrices, l'Allemand Weber et sa Golf GTI se classent 8e, tout juste devant la Renault 11 Turbo du Portugais Amaral. Heureusement, pas d'accident cette année, le rallye du Portugal a retrouvé un public discipliné. Oui, ça a des airs de Paris-Dakar. Tournoi des 5 nations en rugby maintenant. Victoire de l'Angleterre qui a battu l'Écosse 9-6 cet après-midi. La France ne jouait pas. Défaite de l'Irlande, battue 12-9 à la dernière minute par le Pays de Galles qui doit rencontrer justement la France à Cardiff dans 15 jours. Les 2 équipes se disputant la victoire dans ce tournoi 88. Thierry Blanco. Seul exploit de Jonathan Davis cet après-midi à Lansdowne Road se drop à la 4e minute. Le Pays de Galles ouvre la marque, mais Jonathan Davis n'était pas dans un bon jour. Pas plus que Jones d'ailleurs, le demi de mêlée du Pays de Galles, ou l'exemple d'une toile. Un contre qui profite au talonneur irlandais Kingston. L'Irlande inscrit le premier essai du match. Les Gallois réagissent en seconde mi-temps sur cette poussée du pack. Moriarty s'échappe, 9 partout. Égalité jusqu'à la dernière minute de la rencontre. Pénalité pour le Pays de Galles, coup de pied réussi par l'arrière gallois Swordburn. 12-9, score final en faveur du Pays de Galles qui n'a pas perdu un seul match du tournoi des 5 nations. Prochain adversaire, les Français, dans 15 jours à Cardiff. Voilà, et en attendant ce match, les résultats du tiercé d'aujourd'hui. Pour gagner ce samedi, il fallait jouer le 5, le 4 et le 3, et ça rapporte 2312 francs dans l'ordre. Et puis il y avait un quarté plus, il fallait ajouter donc le 12, et ça rapporte 32 422 francs et 80 centimes. Pierrette, pour demain. Voilà, alors si le temps se maintient comme aujourd'hui, eh bien les courses devraient avoir lieu demain après-midi à Auteuil où se jouera le premier tiercé d'obstacles de la saison dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Cette course est réservée plus spécialement aux chevaux et aux juments âgés de 5 ans et plus, et elle a réuni 18 chevaux, des vrais spécialistes pour sauter les gros obstacles. Ils devront s'affronter sur une très longue distance, 4100 mètres. Alors la plupart de ces concurrents sont fin prêts, puisque l'hiver assez doux a permis de continuer leur entraînement, puis certains d'entre eux ont déjà couru à Cagnes-sur-Mer et à Pau. Alors parmi eux, eh bien, voilà la sélection que je vous propose maintenant dans mon pronostic, avec justement en tête Hill Street, le numéro 13, suivi de Eric Hahn, le 6, Pagani, le 7, Kemgill le 5, Kitepas le numéro 10, Ratabour le 9, Golden Fly le 4 et Mekai le numéro 18 pour terminer. 13, 6, 7, 5, 10, 9, 4 et 18. Merci Pierrette. Ce soir, n'oubliez pas de regarder, je pense que vous y avez pensé avant que je ne vous le dise, ce soir donc Champs-Élysées sur Antenne 2, l'émission de Michel Drucker, avec un moment fort, ce sera le duo entre Michel Jonas et Barbara Hendricks, à ne pas manquer, je vous le recommande ce soir. En fin de programme, tout à l'heure, il y aura donc le dernier journal présenté par Philippe Gassot. Et puis tout de suite, après le journal, je vous le rappelle, il y a maintenant la météo. Bonsoir, excellente soirée sur notre chaîne. À demain 13h.